reçoit aujourd'hui l'économiste Gérard Marek, senior advisor de l'EDEC et consultant indépendant. Mais Gérard Marek, qui a été responsable des études économiques d'une grande banque, il est également diplômé ex-NSAE et ancien secrétaire général de l'INSEE. Du haut de ce CV bien rempli, il a choisi de se plier à un exercice particulier, raconter la crise à la génération de ses petits-enfants. Le résultat, c'est un petit livre très pédagogique, comme vous pouvez vous en douter, publié aux éditions Economica. Bonjour Gérard Marek. Oui, bonjour. Alors, première interrogation, pourquoi avoir écrit ce livre ? On hésite entre deux options à vous lire. Est-ce pour tenter de voir ce que l'histoire retiendra de la crise dans 10, 20, 50 ans ? Ou alors, avec un objectif purement pédagogique, ce que je disais un petit peu en introduction, expliquer une crise complexe avec des mots les plus simples possibles et rendre la compréhension accessible à tous ? L'objectif était effectivement d'expliquer à la génération à venir, des 15-25 ans aujourd'hui, les causes des difficultés dans lesquelles nous sommes. Et ces causes ne peuvent se comprendre que si l'on remonte suffisamment haut dans le passé et que l'on comprend les enchaînements qui ont conduit, les erreurs aussi, qui ont conduit à la situation actuelle. Mais il ne faut pas se méprendre, c'était aussi un procédé littéraire, c'était un moyen de faire passer quelques idées, de faire comprendre aux grands enfants que sont quelquefois nos contemporains. Je rappelle simplement que le livre est un dialogue fictif entre un grand-père et son petit-fils. Absolument. Donc c'était un moyen de faire passer quelques idées, de redresser, de corriger un certain nombre d'idées fausses auxquelles malheureusement beaucoup de nos contemporains croient, trop crédules, trop naïfs. Enfin, vous avez dit effort pédagogique, oui certainement, c'est la première fois que j'écris un livre d'économie qui ne soit pas bourré d'équations, de graphiques, de chiffres, de statistiques. C'est simplement un effort de présentation accessible en principe au grand public, agrémenté de quelques dessins humoristiques et non pas de graphiques rébarbatifs. Qui ont été réalisés par votre petit-fils. Absolument. Alors, dans le dialogue fictif entre le grand-père et son petit-fils, vous rappelez justement les crises de ces dernières décennies, mais cette crise-là, vous la qualifiez d'hypercrise. Alors, pourquoi ? En effet, je crois qu'elle est d'une intensité et d'une gravité qui est sans commune mesure avec ce que nous avons vécu auparavant. C'est en raison de sa longueur ? L'intensité, rappelons-nous, nous sommes en 2014, c'est-à-dire 7 ans après le début de la crise, et la France aujourd'hui a un niveau de PIB qui est exactement identique à ce qu'il était en 2007. Donc pas de croissance pendant 7 ans, avec un creux significatif dans l'intervalle. Tous les pays européens sont à la même enseigne, l'Allemagne légèrement au-dessus. Donc il y a là un phénomène massif de croissance nulle, de stagnation durable. Alors gravité également, non seulement intensité, mais gravité. Nous sommes passés au bord du précipice, au moins à 2 reprises. En 2008, après Lehman Brothers, la confiance avait disparu des marchés, mais aussi l'homme de la rue lui-même se trouvait à paniquer en craignant pour son compte en banque, en craignant pour son assurance vie. Gravité de la situation à nouveau en 2011, lorsque la zone euro a failli exploser. Donc nous sommes passés à 2 reprises au bord du précipice. Je crois que cette crise mérite le nom d'hypercrise. Alors justement, sur l'Europe, sur cette crise européenne, vous publiez ce livre en plein débat électoral en vue des élections de mai 2014, et vous écrivez qu'une sortie de l'euro serait la voie de la sagesse. Pardonnez-moi. Est-ce que vous faites le pari que l'avenir de vos petits-enfants se fera sans l'euro ? Est-ce que vous pariez qu'à l'avenir, on va assister à une désintégration de l'Europe et de l'Union européenne ? Alors, difficile à dire. Difficile à dire, bien sûr. Difficile de prévoir. Mais vous êtes plutôt pessimiste dans votre livre. Alors, je crois qu'il faut bien faire la distinction entre la construction européenne, l'Union européenne et l'euro. L'Union européenne, c'est une excellente idée, mettre en commun un certain nombre de ressources, ouvrir une vaste zone de libre-échange, permettre la libre circulation des personnes et des capitaux. Voilà une excellente idée qui s'est concrétisée et dont nous bénéficions les uns et les autres. L'euro, j'écris, est le pas de trop. On a voulu, au début des années 90, faire le pari que l'Europe pouvait se doter d'une monnaie unique. Or, tous les économistes savaient à l'époque que l'Europe n'était pas une zone monétaire optimale. C'est-à-dire que les conditions d'une monnaie unique n'étaient pas remplies. On pouvait espérer qu'elle le fût à l'avenir, mais il n'en a rien été. La première décennie des années 90, on a passé son temps à argoter sur les critères de convergence. La deuxième décennie, on s'est donné libre cours, les capitaux coulaient à flot, et on n'a rien fait dans le sens d'une Europe fédérale, d'une Europe
capable de vivre avec une monnaie unique. Et aujourd'hui, la réalité est revenue, vous frappez en plein visage. Les pays européens ont divergé dans l'intervalle, avec des pertes de compétitivité pour les uns, des gains pour les autres. L'euro est une monnaie trop faible pour l'Allemagne et trop forte pour les pays du Sud. Donc, quand je dis la voie de la sagesse, c'est peut-être d'en finir et de réformer cette zone monétaire, sans pour autant abandonner l'euro en tant que tel, mais réformer la zone monétaire et accepter une certaine flexibilité des taux de change entre des monnaies de type euro-franc, euro-marque et autres. Alors, Gérard Marek, quelles sont les erreurs, selon vous, qui ont été commises par les décideurs de votre génération, sur lesquelles il faut alerter la génération de vos petits-enfants, leur alerter en leur disant, surtout, ne reproduisez pas ça? Alors, je crois que la première erreur la plus sérieuse, je ne parle pas de l'euro, on vient d'en dire. On vient d'en parler, effectivement, on a compris. La première erreur est sans doute un déni du réel, un déni de réalité face à la mondialisation. La mondialisation est là, elle est revenue après de nombreux déboires. C'est un état de fait, on n'y peut rien. Quand on représente moins d'1% de la population mondiale et moins de 5% du commerce mondial, on n'a pas d'autre choix que de s'y adapter. Donc la première erreur, c'est d'être libéral à Bruxelles et antimondialiste à Paris. Je crois que cette schizophrénie nous a coûté très cher. Alors la deuxième erreur est sans doute d'avoir trop compté sur les marchés pour réguler les banques. Je suis libéral, adepte des marchés libres, mais s'agissant des banques, d'avoir mis au contact, autorisé une sorte de relation incestueuse entre les banques et les marchés, je parle des banques de détail, les banques de dépôt, et les marchés, a conduit à un certain nombre de catastrophes. On a commencé par BAL 1, BAL 2. Pourquoi continuer dans la même direction alors que l'on sait BAL 1 et BAL 2 qui n'ont pas évité la crise. Nous sommes à BAL 3, je pense qu'il en sera de même. On a refusé de revenir à des notions saines consistant à bien séparer les banques de détail qui font courir un risque majeur aux déposants, à l'homme de la rue, au monsieur tout le monde, et les banques d'affaires qui jouent leur rôle au contact des marchés. Donc je crois que ça a été la deuxième erreur. La troisième, mais pour mémoire, les 35 heures, je pense que c'est une erreur de politique économique d'anthologie. Elle figurera dans les cours de politique économique de l'avenir comme étant une erreur majeure. Je ne reviens pas là-dessus, c'est trop évident aujourd'hui. Alors, vous relevez une inquiétude chez les jeunes générations aujourd'hui, c'est celle de la dette. Je vais citer le petit-fils fictif que vous faites parler dans votre livre, qui dit, page 41, « Je suis terrorisé à l'idée que notre génération devra rembourser la montagne de dettes que la vôtre, grand-père, a eu l'inconscience de contracter. » Alors, comment rassurer les plus jeunes face à ce problème? Je crois qu'il ne s'agit pas de rembourser cette dette jusqu'au dernier euro. C'est un propos de propagande pour... Elle ne sera jamais remboursée, cette dette? Elle ne sera jamais remboursée en la forme et jusqu'au dernier euro. Il s'agit tout au plus, pour l'instant, de stabiliser le ratio de la dette sur le PIB. Et comme première étape, on peut simplement espérer que l'État français dégage des excédents primaires, c'est-à-dire un excès des recettes sur les dépenses courantes qui lui permettent de rembourser de payer au moins les intérêts à ses créanciers. Or, on n'en est pas là. On n'en est pas là. En 2013, ça n'était pas encore le cas. Donc, une fois cet objectif atteint, on pourra espérer que cet excédent primaire sera suffisant pour payer la totalité des intérêts et voire davantage. Et à ce moment-là, la dette sera stabilisée. La croissance permettra peut-être progressivement de la réduire. Dans le passé, historiquement, des dettes publiques n'ont disparu qu'à la suite de catastrophes, de l'inflation, une répression financière interdisant la hausse des taux. Ça s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne se reproduira pas, je l'espère, dans l'avenir. Donc, un peu de patience. Il ne s'agit pas de rembourser la dette, comme on nous le fait croire, mais simplement de la maîtriser. Alors pour conclure, Gérard Marek, quel est le message d'espoir que vous voudriez adresser aux jeunes générations qui vivent dans cette morosité ambiante liée à la crise? Je crois que le premier message, c'est que la grande récession que nous avons vécue ne sera pas la grande dépression des années 30. On sait aujourd'hui que les États-Unis, les pays comme l'Angleterre, ont fait le nécessaire. Et en Europe, on commence à bouger dans la bonne direction. Merci Ben Bernanke, merci Barack Obama, merci Mario Draghi. On va s'en sortir. Ça ne sera pas la Grande Dépression.
Le deuxième message, c'est que la mondialisation va continuer. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça va continuer. Et donc, la seule manière de s'adapter, c'est de se donner un maximum de possibilités pour un jeune qui démarre dans la vie. D'apprendre l'anglais. Par exemple, je crois que ça, c'est D'être fluent en anglais. tout à fait fondamental. De se mondialiser soi-même sans attendre que des réformes arrivent d'en haut. La crise racontée à nos petits-enfants, c'est le titre de votre livre, Gérard Marek, publié aux éditions Economica. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci de m'avoir accueilli.